Palais de la Bourse pour cette remise des diplômes. Alors c'est un honneur pour moi d'être votre maître de cérémonie ce soir et je tiens à saluer tous ceux derrière leurs écrans qui nous regardent, absents pour cause de Covid ou autre chose, emploi du temps un peu trop chargé. Vous êtes la promotion Besson. Alors ce patronage est intéressant puisqu'il s'agit celui du fondateur de l'EPP, qu'il a construit et édifié en 1951 avec Lisette Fanchon au sein de l'ICP. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce patronage ? Cela veut d'abord dire de l'audace, car il faut imaginer ce que c'était que de lancer la première école en psychologie, avant même la Sorbonne, et encore maintenant la seule école en psychologie en dehors de l'université. Donc j'espère que cette audace vous animera tout au long de votre vie professionnelle. Cela veut aussi dire de la pratique, qui a été présente dès le début avec des enseignants qui étaient aussi des praticiens, là aussi pour se différencier de l'université. Cela demandait aussi d'être innovant, ainsi le tronc commun très important dès l'origine, avec à la fois la psychologie clinique et la psychologie du travail et des organisations, était présente vraiment dès l'origine. Donc ça, c'était assez innovant par rapport aux autres formations. Et puis, il est resté directeur avec Lisette Fanchon pendant plus de 40 ans. Donc ça veut dire de la constance et aussi de la solidité. Et ça, je suis sûr que vous aurez toutes ces belles qualités. Mais en plus, vous êtes une promo un peu particulière qui aurait une autre qualité importante, qui est la capacité d'adaptation. Car vous êtes aussi la promo Crash Test. Crash Test, a priori, c'est comme ça que vous auto-appeliez, puisque vous avez connu à la fois la semestrialisation des cours, le suivi des mémoires sous forme de séminaire, et vous êtes aussi les premiers à avoir connu le parcours de spécialisation sur 2 ans. Voilà, donc vous en sortez quand même pas si mal pour une promotion Crash Test. Et même si vous avez dû aussi vous adapter au Covid, à faire des réunions Teams, soutenir vos mémoires en visio, et vous avez réussi. Donc toutes ces qualités, je souhaite qu'elles vous accompagnent tout au long de votre parcours. Et du coup, bravo à vous. Puis c'est l'occasion aussi de remercier tous les enseignants qui vous ont accompagnés pendant toutes ces années. Là aussi, on peut les applaudir. Les équipes administratives qui sont là ce soir, donc il y a notamment Patricia Chanu, mais on peut aussi... Et puis c'est l'occasion aussi de dire au revoir à Isabelle Labatier et Françoise Leclerc qui partent pour une retraite bien méritée. Et puis je voulais remercier celles qui ont organisé cette soirée, donc Odile Waté-Frémont, Noélia Carillo et Karine Sédou. Je vais vous proposer un petit exercice aux futurs diplômés, c'est de vous lever, de vous tourner derrière vers vos proches et de les remercier parce qu'ils vous ont supporté pendant 5 ans. Vous pouvez voir ça. Je passe la parole maintenant à Alain Blanchet, le président du conseil d'administration de l'école. Voilà. Merci Renaud. Donc, il me revient de commencer cette séance de remise des diplômes, qui est quand même quelque chose de très très important pour vous. Et donc, je vais tenir un discours qui parle un peu de votre avenir professionnel, de votre situation, et aussi des différents écueils qu'on est susceptible de rencontrer dans cette profession de psychologue. On peut être psychologue au sens professionnel, mais on peut aussi se targuer d'être psychologue dans un sens beaucoup plus commun, et pourquoi pas mettre en place des systèmes qui se revendiquent de la psychologie, et qui pourtant sont relativement difficiles à suivre, tant ils peuvent devenir très dangereux. Et c'est un peu ce que je vais vous raconter maintenant, après avoir rendu un hommage très important. Et vous saluer aussi, parce que je ne vous ai pas salué, j'ai salué les directeurs, par exemple, mesdames et messieurs, chers étudiants.
Et c'est un hommage que je vais rendre au professeur Daniel Villochet. Peut-être vous ne le connaissez pas. Il est décédé le 14 décembre 2021. C'était un éminent psychiatre, professeur de psychiatrie, chef du service de psychiatrie de la Pitié-Salpêtrière, président de l'association psychanalytique internationale et pendant 15 années, président de l'école de psychologues praticiens où il fut également enseignant. Alors, quelques mots sur son œuvre qui est considérable. Il a été, et parmi toutes les questions qu'il a traitées, il s'est particulièrement intéressé aux relations entre la psychologie et la psychanalyse. C'est une chose qui, depuis à peu près un siècle, pose des questions, des problèmes et parfois affiche des relations qui sont des relations très difficiles ou parfois des relations très amicales et très bonnes. Alors voilà, pour lui, il soulignait l'importance de l'apport escompté par le travail en commun entre la psychanalyse et la psychologie, parce qu'en fait, ces deux disciplines envisagent le même objet sous deux angles qui sont des angles différents et complémentaires. La question est la suivante, l'homme a-t-il deux âmes ? Existe-t-il deux pensées étudiées par l'une et l'autre de ces perspectives, ou bien s'agit-il d'un malentendu, d'un défaut d'explication ou d'une histoire de croyance, de société ou éventuellement de territoire ? Il soulignait dans un de ses nombreux articles scientifiques le danger que courait une psychologie clinique. Il y a beaucoup de psychologues cliniciens ici, c'est majoritaire dans l'école et dans toute l'université française. Donc, que courait une psychologie clinique réduite à une pratique de soins, en ignorant la valeur inestimable des connaissances psychologiques, psychopathologiques, sociales, cognitives, développementales. Une pratique ainsi réduite au traitement des personnes pourrait bien, à terme, disait-il, écrivait-il, mettre en danger le statut même de psychologue, en réduisant l'écart entre la psychologie clinique et les thérapies complémentaires et alternatives qui prospèrent allègrement dans le champ des pratiques non médicamenteuses et où le risque de dérive sectaire reste permanent. Ça, c'est un ajout, c'est pas ce qu'il disait, mais comme c'est pour faire le lien avec ce que je vais vous dire maintenant, parce que je vais parler des dérives sectaires. C'est donc ce sujet que je vais aborder. Le directeur Jacques Arène, ici présent, et moi-même sommes les auteurs d'un article à paraître dans le prochain numéro des Annales médico-psychologiques, article intitulé « Le dévoiement de l'interaction thérapeutique ». Je veux ici vous en rendre compte, car la question concerne un des écueils, parfois visibles, parfois peu visibles, que l'on rencontre dans des pratiques thérapeutiques alternatives suspects de dérives sectaires. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui s'appelle la MIVILUD, peut-être vous en avez entendu parler, c'est une mission très très importante qui reprend beaucoup d'activités en ce moment, mentionne avec de nombreux exemples que des pseudo-psychothérapies constituent un mode privilégié d'entrée dans les sectes. Les méthodes psychologisantes sont ainsi très représentées. Et mieux encore, le psychologisme semble faire bon ménage avec les théories sectaires. Qu'est-ce que le psychologisme ? Le paradigme psychologique dominant qui inspire ces pratiques pernicieuses est le suivant, je nomme, toute maladie somatique est la résultante d'un choc psychologique intense et d'un conflit intérieur non résolu. Voici le théorème du psychologisme. Ce postulat frappé au coin du bon sens, propagé par une presse ignorante et mercantile, souvent, est redoutable, car il apparaît comme la solution à la question lancinante de l'origine de la maladie « Pourquoi moi ?» Que certaines maladies somatiques soient statistiquement occasionnées par des comportements nocifs, fumer énormément, etc., peu importe, eux-mêmes corrélés à des états psychopathologiques ou des malheurs sociaux, n'impliquent nullement que toute maladie soit nécessairement causée par un état mental. Le psychologisme constitue donc une généralisation abusive et dangereuse dans le domaine de la santé. En rendant exclusivement responsable le patient malade ou son environnement social et familial,
il le culpabilise et réduit sa capacité à faire face, tout en maintenant chez lui l'illusion qu'il peut reprendre la main par lui-même sur son destin. Ce postulat erroné de causalité psychique a conduit certains thérapeutes à inventer des faits, pas si longtemps que ça, une trentaine d'années, et à en persuader leurs patients. Ils auraient subi, ces patients, des maltraitances dans leur enfance qui seraient à l'origine de leur pathologie. Ainsi, aux États-Unis, dans les années 85-90, 1900, des dizaines de milliers de patients ont été amenés à imaginer des traumatismes pour expliquer leur syndrome de personnalité multiple. J'ai mis ça entre guillemets parce que j'en ai jamais rencontré. Les conséquences délétères juridiques, sociales et familiales furent très impressionnantes. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, je pense que vous connaissez ça. Mais ce postulat conduit à une seconde conséquence logique. Le patient est non seulement la cause psychologique de sa maladie, mais de ce fait le seul qui puisse se guérir. Il s'agit là d'un principe qui touche de nombreuses thérapies complémentaires et alternatives. Le principe d'auto-guérison. Ce principe n'est pas directement impliqué par le processus d'emprise sectaire, mais sous certaines conditions, il peut l'être. C'est ce qu'on va essayer de développer. L'auto-guérison implique une participation active du patient, une confiance totale dans son thérapeute, un mode de communication hors du commun. C'est le propre des dispositifs de soins par la parole. Mais c'est également cette configuration sur laquelle se greffe parfois la relation pernicieuse de l'emprise. En fait, ce type d'emprise thérapeutique est d'autant plus efficace qu'elle mime la collaboration et une forme d'alliance thérapeutique avec lesquelles le thérapeute pédagogue accompagne le patient dans la découverte et la résolution de ces conflits qui seraient à l'origine de toutes ces difficultés. Cette dimension autoritaire implicite qui était déjà présente dans l'Antiquité est bien loin de ce que Platon évoquait comme la médecine des hommes libres, entre guillemets, accompagnant le sujet dans son chemin de restauration et le disposant au fait de désirer guérir. Le principe d'auto-guérison présuppose que le thérapeute donne en quelque sorte la main, au sens du jeu de cartes, au sujet patient, ce qui d'ailleurs le place en position de sujet acteur, si vous préférez. Ce processus est assez bien défini dans les dispositifs psychothérapeutiques. C'est effectivement ce processus qui fonctionne dans les dispositifs psychothérapeutiques, surtout ceux qui sont dans la lignée, disons, des théories psychanalytiques. Le sujet étant considéré comme le seul à avoir un accès possible à son histoire de vie, le dispositif l'amène à découvrir lui-même les pièces de puzzle qui lui manquaient pour comprendre son problème. Pour atteindre ce but, la coopération du sujet est essentielle et ceci présuppose une alliance assez vite ressentie par les deux parties dans la relation. Cette alliance s'accompagne de l'émergence d'affects et de représentations spécifiques. Ce sont principalement l'élection affective du thérapeute par le patient avec lequel il partage une certaine intimité. Ce sont également l'émergence d'une image idéalisée du thérapeute qui a un mode de communication à part, spécial, bizarre, il ne répond pas vraiment comme tout le monde. Et enfin, c'est un acte d'adoption qui rend compte de la fonction parentale des praticiens et qui développe chez les patients un sentiment d'attachement. Le but de cette procédure énonciative, donc de ce dispositif de soins, est donc de rendre le patient sensible à cette partie de lui-même qu'il doit conquérir pour échapper à son malheur, à ses tourments. C'est pour autant que le patient reconnaîtra cette parole prononcée par le thérapeute comme étant en dernière instance la sienne, qu'il pourra surmonter les idées fixes, pour reprendre le terme de Pierre Janet, qui freinent sa guérison. Cette nécessaire adhésion se nomme alliance, nécessaire et utile. Entre une saine alliance respectueuse du patient et une dérive manipulatrice du positionnement thérapeutique, la distance est difficile à évaluer et suppose une exigence du thérapeute et des institutions qui le légitiment, comme cette institution. Le rôle fondamental de l'éthique thérapeutique est ici crucial. La suspension du jugement du clinicien, son abstinence physique et mentale et l'effacement de son modèle thérapeutique derrière la réalité vivante de la relation garantit l'efficacité de la thérapie. L'éthique permet au sujet de conquérir une certaine vérité de soi. Beaucoup de choses à dire là-dessus, bien sûr. Cette vérité a souvent été comprise comme un élargissement des capacités du moi, une victoire
sur ce qui sous-tend ses fonctions, c'est-à-dire débouche sur un état mental qui est l'exact contraire de ce que réalisent les dérives sectaires. C'est ce type de relation thérapeutique orientée vers l'autonomie du patient, éminemment positive et reconstituante, qui se trouve détournée de son but et utilisée pour son unique intérêt par l'instigateur et le manipulateur de cette situation intersubjective. Dans ce cas, s'établit un processus d'influence qui détruit, qui utilisera cette élaboration conceptuelle du patient pour l'installer dans une croyance extérieure à lui-même, croyance qu'il endosse pourtant et qu'il ressent comme venant de lui-même. On perçoit maintenant que l'imposteur thérapeute pratique ce que les zoologues nomment le mimétisme agressif, en comparant cette stratégie à un loup déguisé en mouton. Dans cette relation intense, vécue dans la confiance, l'affectivité et le sentiment de protection, l'imposteur copie le processus thérapeutique pour mieux établir sa domination sur le patient fragilisé. Par cette stratégie mimétique, le porteur du système sectaire apparaît à sa victime comme susceptible de la soigner et de l'aider en imitant ces procédures thérapeutiques efficientes qui sont habituellement reconnues. La contagion de ces théories fantaisistes et dangereuses condamne le sujet à croire en un monde qui le coupe de sa réalité, c'est le propre des sectes, c'est pour ça que ça s'appelle secte coupée, et qui l'endosse comme la seule forme de pensée qui explique sa détresse et justifie son asservissement à la domination d'un autre. Cette situation se nomme emprise. L'emprise consiste à neutraliser le désir d'autrui, à ramener l'autre à la fonction et au statut d'un objet entièrement assimilable, objet qui, comme le note Michel Schneider, un psychanalyste tout à fait célèbre et éminent, ne dirait plus que ceci, « il pense, donc je suis ». Ainsi, ces pratiques dangereuses nécessitent d'établir des barrières solides contre elles dans le champ de la santé. Dernière page. Un des moyens de lutter, elle est plus positive d'ailleurs, un des moyens de lutter contre ces pratiques, parce qu'il faut lutter contre ces pratiques que vous avez trouvées dans votre univers du champ de la santé, des personnes qui pratiquent ceci. Alors, un des meilleurs moyens de lutter contre ces pratiques dans le champ de la santé consiste à développer des dispositifs de formation de formateurs s'engageant à animer eux-mêmes des formations. C'est un principe classique dans la formation qui permet finalement de rendre un peu exponentiel ou extensif les formations. Voilà. Dans ce champ de la santé, cette question du risque de dérive sectaire se pose d'une manière différente, selon que l'on est médecin ou associé, avec ou sans connaissance des thérapies non conventionnelles, ou encore thérapeute pratiquant l'une ou l'autre des médecines complémentaires et alternatives. Quand je regardais ce texte que j'ai lu à Paris, je n'avais pas pensé, je ne me suis pas mis dans la tête qu'en ce moment, il y a eu une interdiction des thérapies qu'on a appelées thérapies de conversion. Je n'insiste pas là-dessus, mais ça veut dire que vraiment, c'est que c'est relativement répandu et que c'est un modèle de ce qu'on pourrait appeler de l'emprise sectaire. Bref, nous avons le projet de mettre en place un enseignement universitaire sous la forme d'un DU, dans la formation permanente de l'école, qui permettra de sensibiliser et d'informer ces différents professionnels sur les risques de ces dérives. Pour mettre en place cet enseignement, on pourrait s'inspirer des formations de la prévention du suicide, initiées au Québec. Peut-être vous avez des cours sur la prévention du suicide, et en particulier à Lyon, parce que le principal responsable, auteur et promoteur de ce type de formation à la prévention du suicide s'appelle Jean-Louis Terra, qui est professeur de médecine à Lyon, et qui ont montré leur efficacité. Ces enseignements consisteront à former des formateurs qui, à leur tour, animeront des formations et du même type et permettront ainsi d'accroître exponentiellement la vigilance des professionnels quant à ce danger sectaire dans le secteur qui sera le vôtre pour la plupart, mais qui est aussi dans le secteur de RH, pas uniquement de la santé, je ne veux pas dire de la santé. Donc de la psychologie. Vous qui êtes à l'aube de votre vie professionnelle, je vous engage à porter votre attention sur ces pratiques qui semblent se développer par ces temps incertains. Je vous remercie. Merci Alain.
Ça va être au tour du directeur, mais je vous propose quand même de l'applaudir très fort, puisque c'est sa dernière remise des diplômes avant sa retraite. Je crois qu'on ne doit pas toucher le micro, hein, c'est ça. Donc je ne touche pas le micro. Bon, je suis toujours très content d'être à Lyon. C'est vrai que s'il y a quelque chose un peu de l'atmosphère de Psychoprate qui est peut-être un peu présent à Lyon, quelque chose de familial, une ambiance presque coucounante par moments, alors que Paris c'est un monde plus en tension et en rapidité. Donc c'est un plaisir à chaque fois de venir à Lyon et de venir à Lyon pour la remise des diplômes, parce que c'est toujours un moment émouvant, hein, de voir la fin d'une croissance, enfin la fin ou le début d'une autre croissance en tout cas. Il y a une croissance qui s'est effectuée, hein, dans votre vie, hein, et on peut dire que les études de psychologie vous ont transformé. Alors toutes les études transforment, mais il me semble que celles de psychologie sont peut-être un tout petit peu plus transformantes, parce qu'il y a une forme de travail sur soi, hein, qui est particulier, même si on ne fait pas un travail sur soi officiel, hein. Ce qu'a évoqué le président Blanchet tout à l'heure montre bien qu'il y a cette dimension de travail sur soi qui est partie prenante, hein. Vous savez très bien que vous n'êtes pas seulement des techniciens du psychisme, et que même ce terme de technicien de psychisme ne voudrait pas dire grand-chose, mais que vous êtes laissé prendre à une transformation en faisant confiance, hein, parce que vous auriez pu tomber dans une secte. Et vous n'êtes pas dans une secte. Ouais, vous êtes tombé sur une institution solide, ancienne, qui justement se prête à l'évaluation à l'extérieur, qui ouvre les fenêtres, qui a essayé de les ouvrir encore plus peut-être depuis quelques années. Et donc je crois qu'effectivement c'est assez important pour vous de reconnaître, hein, et de vivre, peut-être même de faire le point. Alors vous le ferez chacun ou en groupe ou chacun dans votre coin sur cette transformation qui vous a saisi. Tout à l'heure, des étudiants prendront la parole et diront sûrement quelque chose de ça. On veut dire que nous avons eu récemment un atelier de travail entre enseignants, hein, justement pour évoquer la meilleure manière de transmettre. Alors évidemment, les enseignants se posent aussi des questions, hein, donc vous voyez, et les directeurs parfois. On se demandait au fond, puisque nous avons une visée dite intégrative à Psychoprate, c'est-à-dire de présenter différents aspects de la psychologie qui puissent se compléter, qui donnent un panorama sans être une espèce de millefeuille ou de salade de fruits, mais qui puisse au fond être pris aussi en articulation et en réflexion. Et dans ce workshop, alors qui était à vision de workshop ou atelier de travail, et la discussion a été très intéressante. Et nous avions justement l'idée que le psychologue ne se forme pas seulement dans l'acquisition de savoir, hein, on parlait tout à l'heure de la relation, de l'alliance, etc. C'est des savoirs particuliers, hein, des savoirs liés à le fait d'être dans une position juste dans la relation. Donc le psychologue ne se forme pas seulement dans l'acquisition de savoir, mais aussi en se transformant lui-même. C'est une enseignante qui a dit ça, en se transformant lui-même au contact des savoirs. L'acquisition d'un savoir peut demeurer purement virtuelle. On peut avoir une idée comme ça sur la psychologie, qu'on peut lire des bouquins. Parfois, bon, à mon avis, vous ne lisez pas assez, mais on peut lire uniquement d'une manière virtuelle un bouquin. Il faut aussi pouvoir s'emparer de ce savoir et le faire sien. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, de faire sien un savoir. Alors, ce n'est pas seulement pour vous, hein, c'est aussi tout au long de la vie d'un psychologue. Quand on touche du doigt, au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ce que j'ai appris à l'école ou ce que j'ai appris à l'université, qu'est-ce que ça signifie vraiment l'alliance? Qu'est-ce que ça signifie vraiment une rupture d'alliance? Comment ça se passe? Comment je le vis mal, moi-même? Donc il faut avoir une certaine réflexivité pour pouvoir le vivre. Mais il y a une espèce de travail intérieur où on fait sien un savoir. Alors ce n'est pas un travail thérapeutique, mais on fait sien un savoir. Et dans ce workshop, il y a un enseignant de Paris qui s'appelle Éric Binet, et qui est donc un enseignant-chercheur de Paris, mais il y a aussi des très bien à Lyon, et qui faisait une petite intervention
dans son exposé, et il citait Montaigne. Donc Montaigne qui est un psychologue, hein, qui parle beaucoup de lui-même, hein, un psychologue avec des guillemets, c'est-à-dire au temps où le terme de psychologie n'existait pas encore, qui dans ses essais évoquant justement un type d'acquisition expérientielle du savoir, donc un savoir qui soit pas seulement un savoir, mais qui soit aussi une expérience, et il a évoqué la production du miel, les abeilles. Alors voilà ce que disait Montaigne. Il disait: les abeilles butinent de ça, de là les fleurs, mais elles en font après le miel qui est tout leur. Donc il y a des fleurs, hein, différentes parties de la psychologie, et puis il y a une sorte de digestion, de transformation, d'élaboration qui permet de faire du miel. Bon, en général, c'est bon, plus souvent, en tout cas quand c'est du miel qui vient de chez nous. Ce n'est plus thym ni marjolaine, continue Montaigne. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, il les transformera. Alors là, il parle du sujet qu'il est en train d'apprendre. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. C'est-à-dire qu'il transforme tout et il fait un ouvrage tout sien. Il se forme le jugement à travers ce butinage ou ce butinement. Mais ce n'est pas un butinement qui fait n'importe quoi. C'est-à-dire que la transformation qui a lieu donne un produit très particulier et qui est un produit qui est tout à fait important et consommable. Son institution, son travail et études ne visent qu'à le former. Vous voyez, donc il y a un savoir auquel on adhère et en même temps une formation, une transformation de soi, quelque chose, une image aussi d'une digestion. Il y a un psychanalyste célèbre qui s'appelle Bion, qui est un psychanalyste anglais, qui était le psychanalyste de Beckett, qui disait qu'au fond, la vie psychique ressemble à la digestion. On peut faire la comparaison entre la vie psychique et la digestion. Donc il y a cette image de digestion, c'est-à-dire de transformation, hein, d'éléments qui viennent de l'extérieur et de transformation pour faire sien. Donc c'est ces éléments de transformation hein, qui est notre visée à Psychoprate. Hein. C'est une alchimie complexe que nous essayons de soutenir et que vous avez vécu, j'espère, pour la plupart d'entre vous, si ce n'est tous. Elle suppose, hein, Alain Blanchet en a parlé, le passage en position méta, hein, c'est-à-dire au-dessus, hein, la nécessité de se situer au-dessus pour mettre en tension les modèles, mais le mettre intelligemment, c'est essayer de comprendre un peu les différentes fleurs qu'on aborde pour voir pourquoi elles n'ont pas le même attrait et pourquoi peut-être elles ne soignent pas les mêmes mots. Hein. Comprendre leur épistémologie, c'est-à-dire leur relation dans l'histoire des idées. C'est très important de voir comment, c'est pour ça qu'on essaie de vous donner aussi des cours qui approchent ces aspects-là, comment les différents modèles thérapeutiques ou les modèles psychologiques sont apparus, et puis leur filiation, parce que si on ne se situe pas dans une filiation, on ne comprend pas. La psychologie n'est pas née comme ça de rien. Il y avait tout un travail des siècles hein, de l'histoire des idées, notamment en philosophie, qui a permis la naissance hein, de ce désir d'étudier le psychisme humain comme un objet scientifique. Voilà. Donc en bref, on a essayé de vous aider, hein, vous étudiants, à faire votre miel de ce qui pourrait, dans certains cas, paraître chaotique. Alors, quand c'est chaotique, justement, on parlait de l'emprise sectaire, quand c'est chaotique, ça veut dire qu'on a un bric-à-brac de choses qu'on sait, mais dont on n'a pas l'intelligence intérieure et l'intelligence d'expérience. Alors, notre modèle du devenir psychologue, mais au fond, c'est celui du devenir psychologue, mais c'est au fond celui de l'université en général, dans sa dimension humaniste. En fait, toute étude, peut-être un peu plus la psychologie, vise ça. Alors, Psychoprate a plus de 70 ans, on va fêter les 70 ans bientôt, mais comme il y a eu le confinement, on fêtera les 71 ans, 71 ans, hein, donc on aura 70 ans passés. Donc vous faites partie, ça a été dit, de la promotion de l'abbé Besson, dont je ne sais pas grand-chose, si ce n'est que c'est un des deux fondateurs, mais qui montre bien que la question des fondations et de la succession, hein, Alain Blanchet parlait de Daniel Villochet, qui était un des présidents, la succession des fondateurs, des présidents et des directeurs, il y a eu toute une transmission qui s'est effectuée, alors parfois d'une manière un peu complexe, mais qui a existé. Donc cette dimension de transmission, c'est une dimension importante. Moi, je fais partie d'une longue suite de directeurs, et il y en aura un autre a été déjà
est déjà présent presque ici. Alors, on le présentera à Paris et à Lyon très bientôt. Donc, il y aura un successeur. Et je pense qu'il continuera à faire ce travail de succession, hein, à essayer de s'imprégner de l'âme de Psychocrate, de ce que j'appelle l'âme, en tout cas l'esprit, cette espèce de sentiment qui fait que les choses sont un peu particulières à Psychocrate. Hein. Et ces générations formées par l'EPP présentent quelque chose d'important, hein, et qui fait que pas mal d'intervenants à l'EPP sont des anciens, et que quand on voit les anciens qui sont à l'Assemblée Générale, donc puisqu'on a un format associatif ou qui sont dans le conseil d'administration, on perçoit qu'effectivement, beaucoup de fois, les gens parle en réunion de l'âme de Psychocrate. Il faut que vous gardiez l'âme de Psychocrate, disent les anciens, là, et même des très anciens, des gens qui ont dépassé 80 ans. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier, hein, qui est lié peut-être au fond un peu à ce que j'ai dit, à ce sérieux, à ce désir de vous mettre dans une position aussi éthique, hein, comme ça a été évoqué, dans une position déontologique. Et dans ces 5 années presque où j'aurais dirigé Psychocrate, il me semble avoir saisi quelque chose de cette âme. Alors, ceci dit, c'est l'âme, c'est difficile, hein, parfois ça peut partir. Hein. Donc, il faut du sérieux et il faut une certaine désir de transmission et que les anciens aussi jouent leur rôle. Hein. On parlera tout à l'heure des anciens. Il faut que maintenant que vous êtes des presque anciens, que vous jouiez votre rôle, hein, de transmetteur vis-à-vis de cette âme. Je disais tout à l'heure que la formation de psychologue rejoint le modèle de l'université, je pense, le modèle humaniste en tout cas, mais je pense que le modèle de l'université est un modèle humaniste de formation. Et j'aimerais bien citer la phrase d'un universitaire célèbre qui est peu connu comme universitaire, c'est le cardinal Newman, qui était un Anglais, mais qui était un grand universitaire, quoique cardinal, et qui a fait un livre qui était un recueil de conférences qui s'appelle « L'idée d'université ». Et voilà ce qu'il dit, et je pense que ça rejoint tout à fait ce que nous voulons faire dans notre formation. L'éducation universitaire se propose-t-elle de prodiguer des informations et des connaissances, point d'interrogation, donc est-ce que c'est uniquement des savoirs que vous avez à acquérir, de rendre expert dans certaines techniques et certains métiers particuliers, point d'interrogation, de faire progresser au plan moral, point d'interrogation, on dirait éthique aujourd'hui, mais c'est un peu la même chose, ou bien poursuit-elle quelque chose d'autre que ces 3 fins-là? Alors ça ne veut pas dire que ces 3 fins n'existent pas, hein. Devenir quelqu'un de bien, acquérir des savoirs et être expert dans certaines techniques, c'est très bien, hein. Je pense que personne ne le renierait. Et il évoque alors, quand il dit ça, l'autre fin la plus importante, il parle d'élargissement de l'esprit. Ce n'est pas seulement acquérir des savoirs, l'élargissement de l'esprit. C'est un peu comme ce que je disais par rapport au miel. Cela suppose, affirmait-il, que ce que nous avons acquis devient subjectivement nôtre. Ce que vous avez appris, ça devient votre, comme si vous aviez fait votre miel de ce que vous avez appris. Newman poursuit en disant « Une grande intelligence est celle qui a une vue synthétique de l'ancien et du nouveau, du passé et du présent, de ce qui est éloigné et de ce qui est proche, et qui a l'intuition de l'influence de l'un sur l'autre. » Alors, on ne demande pas de tout savoir, hein, mais d'avoir déjà une espèce de désir de comprendre les connexions et d'avoir l'intuition des influences entre ce que nous savons aujourd'hui, de ce que nous apprenons aujourd'hui, et les filiations desquelles nous nous réclamons. Voilà, tout est dit en ces quelques mots, donc je vous souhaite de ne pas empiler les savoirs, parce qu'on peut toujours empiler les savoirs, et puis c'est parfois un peu fatigant, mais de savoir, avec discernement, vous laisser saisir par la pensée personnelle et collective en mouvement, et en psychologie ça bouge beaucoup, de vous laisser transformer, tout en demeurant réflexif, parce qu'on ne peut pas se laisser transformer seulement dans le cadre de l'emprise sectaire, justement. C'est une vertu d'ouverture que vous aurez à vivre, réclamant aussi une certaine prudence. Hein, la prudence, c'est la phronésis qui était avancée par Aristote. Alors la phronésis, donc on traduit la prudence, c'était une vertu de l'intelligence qui sait choisir et discerner. Donc qui sait choisir et discerner, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire tous des trucs à la mode, mais de savoir réfléchir à ce qu'on vous propose. Ce n'est pas facile. Ça suppose aussi du courage.
celui de ne pas se laisser trop vite saisir par les pensées à la mode, parfois par des pensées limites sectaires, et les techniques dont on dit qu'elles marchent, mais d'y réfléchir, de prendre le temps de la formation et de reconnaître ce qui tient la route, ce qui est validé par l'histoire. Je pense que le recul aussi est quelque chose d'important. Alors, Montaigne disait aussi « Il n'y a que les fous, certains et résolus ». Je continue la citation de Montaigne. Donc, on ne vous demande pas d'être certain et résolu. Et ça me rappelle une autre citation qui est celle de Nietzsche, qui a peut-être plagié Montaigne, parce qu'elle est quasiment similaire à la citation de Nietzsche. Nietzsche disait, dans Ecce Homo, « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Hein? Donc, évidemment, il ne faut pas non plus être dans l'incertitude complète et totale constamment. Mais je vous souhaite donc le courage d'une pensée complexe et d'une démarche éthique qui vous pousse à chercher et tenir une ligne de pensée et de conduite ouverte et souple, mais ferme quant à son exigence d'élargissement dans ces deux champs qui sont proches du savoir et de l'expérience. Je vous remercie. Alors, nous avons parlé de secte et vous allez bientôt rentrer dans une secte qui s'appelle la secte des alumni. De fait, vous avez en fait de droit, une fois que vous serez diplômé, vous pourrez participer à toutes les manifestations des alumni. Et je vous propose d'accueillir Caroline Olivier pour nous présenter tout cela. Bonsoir à toutes et à tous, membres de la direction, de l'administration, professeurs, parents, proches, et puis surtout à vous, les diplômés de la promotion Besson, à qui j'adresse d'abord toutes mes félicitations pour ces 5 belles années à l'EPP qui vont s'achever ce soir en beauté. Alors bien qu'il s'agisse déjà de la 3e cérémonie de remise des diplômes à laquelle j'assiste depuis la mienne, en octobre 2018, où j'étais à votre place, la toge en moins, à mon grand regret. Je trouve que la remise des diplômes, c'est toujours un moment très touchant. C'est un moment clé, un peu comme un rite de passage entre le statut d'étudiant et celui de psychologue. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous livrer quelques mots. Alors aujourd'hui, j'aurais pu citer Churchill, qui nous dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perte d'enthousiasme », en référence à la recherche d'emploi, qui peut s'avérer éprouvante, angoissante, marquée par les refus et la déception. Mais alors en fait, c'est pas comme ça que moi je l'ai vécu, et surtout c'est pas comme ça que j'ai envie que vous la viviez. Donc moi, j'ai plutôt envie de reprendre les mots de Christopher Reeve, qui nous dit « Beaucoup de nos rêves semblent d'abord impossibles, puis improbables, et enfin, en faisant preuve de suffisamment de volonté, ils deviennent rapidement inévitables. » Il n'a pas incarné Superman au cinéma pour rien, celui-là. Alors justement, pour vous aider à concrétiser vos rêves, vos projets, à cultiver vos ambitions et puis participer à la création puis l'enrichissement de votre réseau, le PP Alumni est là. En tant que diplômé, comme Renaud Martelon le disait, vous allez avoir accès à l'ensemble des services de l'association, et puis je vais essayer de vous en lister les principaux. Donc le PP Alumni, c'est l'association qui regroupe tous les diplômés sortants de l'EPP, et elle propose différents services, donc notamment l'annuaire interne des alumni, qui est disponible directement sur le site internet eppalumni.com. Facile. Il y a websy.com. Donc Websy, c'est un annuaire qui va référencer les libéraux de l'EPP gratuitement pour apporter de la visibilité à votre profession libérale et puis pouvoir orienter des patients et des clients à des confrères anciens de l'EPP, des alumni. On a des offres d'emploi qui sont publiées régulièrement. Moi, je les mets en ligne tous les lundis sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi mettre votre statut. Est-ce que vous êtes en recherche active? Est-ce que vous êtes en veille? Ça peut aussi permettre éventuellement à des chasseurs de tête de venir repérer vos profils. Il y a une testothèque qui vous permet d'emprunter gratuitement certains tests, Clovis, Clavice, etc. Et c'est moi qui en ai la charge, donc vous pouvez me faire parvenir vos demandes par mail. Et puis on s'accordera pour qu'on puisse échanger les tests principalement le lundi soir. Il y a la possibilité de rejoindre des groupes d'intervention, cliniques, RH ou mixtes, en présentiel à Lyon et à Paris ou en distanciel. Donc peu importe où vous irez, ce sera possible pour vous. Des soirées, quand le contexte le permet, pour se rencontrer plutôt de manière informelle. Des masterclass aussi, donc qui sont des conférences et des tables rondes qui vont traiter de divers sujets de la psychologie en présence d'experts.
On a aussi des groupes de réflexion sur des sujets d'actualité. Je pense notamment à la question de l'ordre des psychologues et du remboursement. Et puis un groupe Facebook, c'est peut-être le moyen le plus facilement accessible pour vous là dans l'immédiat. Donc vous pouvez directement le rejoindre. Par contre, on vous demande bien de répondre aux 2 petites questions parce que s'il n'y a pas de réponse, la demande reste en attente. Et puis, chaque mois, vous recevrez une newsletter qui vous informera des actualités de l'association et puis aussi de la psychologie en général. Petite précision un peu technique, mais votre compte pour pouvoir aller sur le site PP Alumni, il est associé à la même adresse mail que celle fournie par l'école, l'adresse Psychoprat. Si vous n'aviez pas activé votre compte ou que vous n'utilisez plus cette adresse, il vous suffit de cliquer sur mot de passe oublié. Et en fait, ça générera une demande et nous, on vous renverra du coup un mail et une clé d'activation de votre compte très rapidement. Donc évidemment, vous êtes invités chaleureusement à prendre part aux événements qu'on organise, à profiter de tous ces services dont je vous ai parlé. Mais si l'envie de vous impliquer davantage au sein de l'association est présente, je peux que vous confirmer que c'est une aventure qui est exceptionnelle, qui est stimulante, qui est aussi challengeante parfois, mais surtout très riche humainement. Donc, engagement au sein du bureau, spoiler alerte, l'AG de juin signera la fin du mandat du bureau actuel. Et on va dire qu'à peu près la moitié des membres rendront leur veste. Donc, s'il y a des motivés, on est évidemment preneur de nouvelles recrues. Mais il y a évidemment des missions un peu moins engageantes dans la durée. Ça peut être en tant que volontaire chef de projet sur une thématique, par exemple Apéro Lyon ou Forum des métiers. Ou alors des aides ponctuelles pour des événements précis. En tout cas, on est toujours disponible pour échanger si ça vous dit. Pour toute question, vous pouvez me contacter directement par mail, parce qu'en fait, si vous avez qu'une chose à retenir de mon discours, c'est cette adresse mail, ancienlyon@psycho-prat.fr. Je vous souhaite du coup une belle soirée, festoyez, savourez la gastronomie lyonnaise pour ceux qui ont prévu de le faire en famille ou entre amis, et puis retrouvez-nous très vite sur les réseaux. Alors, innovation, les délégués ont souhaité, de la promotion, ont souhaité dire quelques mots. Donc, j'appelle Margot Piolet et Agathe Juge. On a oublié nos papiers. On fait moderne, du coup, comme toute notre fin de scolarité. On est sur écran. Déjà, vous êtes magnifiques. Bravo. Bonsoir à tous. C'est nous qui représentons ce soir la promotion, mais c'est sans oublier le travail impressionnant qu'ont fait Zoé et Loïc toutes les années d'avant et qui ont assuré tous les échanges avec l'administration. En arrivant à l'EPP, on était loin d'imaginer dans nos yeux de première année que tout passerait si vite et qu'en un claquement de doigts, on arriverait là. Les Bessons, il n'y a pas à tortiller. C'est une promotion soudée qui peut se résumer en quelques mots-clés. De l'entraide, de la solidarité, de la bonne humeur à toute heure, parce qu'on a quand même inventé un hymne à l'EPP, et revendicateur, je pense, sans aucun doute. Pendant toutes ces années, il y a eu nos petits rituels, comme notre photo de promo homemade, nos Secret Santa et Maria Carré, toujours là pour nous accompagner. On gardera aussi en mémoire les souvenirs de nos soirées BDE, qui nous ont aidés à créer des liens, une si petite salle pour de si grands fêtards. Nous voilà à la fin d'un beau parcours. Pourtant, on aurait aimé avoir plus de temps pour se découvrir, parce que même à 50, c'est compliqué de connaître tout le monde. À apprendre, parce qu'on a un métier qui s'apprend et qui s'enrichit tout au long de notre vie. Et aussi festoyer, parce qu'on sait qu'il y a toujours quelque chose à fêter. Les Bessons, c'est des profils bien différents aussi. Les attentifs du premier rang, incroyablement concentrés et très difficiles à perturber. Ceux à l'attention plus labile, qui sont au fond de la classe. Les dormeurs ou les retardataires. Les scribes, qui scribent tout. Et sans eux, parfois, on aurait été un peu perdu. Merci à l'équipe de direction, aux professeurs, à l'équipe d'administration, tout particulièrement Madame Duquesne, Madame Leclerc, Madame Chanu, qui nous ont supportés et encouragés quand il fallait, le service des stages et toutes les nouvelles arrivées qu'on a eu un petit peu moins le temps de connaître. Sans oublier de dire un merci à Monsieur Mercel pour son sourire, ses ondes positives et ses attentions auprès des élèves. Et qu'ils soient montés à Paris et diplômés du coup la semaine dernière, ou alors qu'ils aient pris leur temps d'approfondir une année de plus, ou alors qu'ils soient allés s'épanouir ailleurs,
On adresse aussi un merci à tous ceux qui ont partagé un bout de chemin avec nous. On a eu une fin de parcours un peu spéciale du coup, avec des cours en confinement et une année en visio, sans lesquelles on n'aurait pas connu les gaffes de micro et les quelques histoires de poireaux. Elle aura eu l'avantage de pallier à nos retards intempestifs et de permettre à certains d'avoir des cours en vadrouille ou sur la terrasse en plein soleil. Malgré l'absence de gala, on a fini avec un beau week-end de désintégration, 100% Besson et fort en émotion. C'est très émouvant de voir à quel point on a tous et toutes mûri au cours de ces quelques années à l'EPP. C'est bien connu que les études supérieures, ça bouleverse et ça transforme, mais les études de psycho, c'est un peu comme un tout petit voilier en pleine tempête, chamboulé par les courants, au milieu de l'océan Pacifique et qui rencontre des pirates. Ça, c'est le Covid, les pirates. En tout cas, on est tous ressortis indemnes et fortifiés. Mais en fait, je crois que c'est une chance immense que d'apprendre à réfléchir comme on nous l'enseigne à l'EPP, à se remettre en question et à penser sa pratique. Je vais changer de page, pardon. Dans un métier où on se fie avant tout à son propre vécu. On a sûrement commencé à apprendre comment exercer cette belle vocation en cherchant à nous écouter, à nous découvrir et à nous construire. Merci à l'EPP et à cette belle promotion d'avoir permis cela. Bon, il n'y a pas que cela, parce qu'en études de psycho, on est quand même un peu polyvalent. Qui aurait cru qu'on se transforme en scientifique avec les cours de physio et de stats, alors qu'on sait bien que les psychos, on a tous fait L. Qu'on dompte nos colliculi pour ne plus sursauter quand on entend le légendaire coup de bâton pour la 10e fois de l'heure. Qu'on arrive à parler 30 minutes en anglais, si, même les beginners. Qu'on maîtrise les branchements audio et vidéo de toutes les salles de l'école. On connaît bien le câble bleu et les petites vis acérées sur les côtés. Là. Bon, il nous reste quand même à étudier un peu la psychopo, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, c'est avec beaucoup de tendresse que nous avons écrit ce discours et que nous nous sommes repenchés sur tous ces souvenirs, trop nombreux pour être intégralement cités ce soir. Et on voudrait le terminer par une citation comme dans les remises de diplôme à l'américaine, comme ça juste pour le fun. Alors, comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, n'allez pas où le chemin peut vous mener, allez plutôt là où il n'y a pas de route et laissez une trace. À toutes et à tous, bon vent, et on se retrouvera un jour peut-être autour d'une supervision ou de la machine à café des profs de l'EPP, qui sait. Alors, normalement, le gala devait avoir lieu demain, mais il n'est que repoussé. Vous pourrez en profiter dès qu'on aura le droit. Du coup, maintenant, c'est aussi l'occasion des discours des majors de promotion, qui sont en l'occurrence... Alors, zut, j'ai pas la promo en dessous, donc je ne sais pas quel est le... Voilà. Ah, ben voilà. Clélia Ponce pour enfants et adolescents, et Nicolas Becbédé pour clinique des situations limites. Bonsoir. J'avoue que je suis un peu émue de parler. En plus, pour tout vous dire, je m'y attendais pas forcément et donc ça s'est fait vite. Et donc, bon. Donc en tout cas, merci de nous donner la parole ce soir. Ça fait vraiment plaisir de tous se revoir et je pense qu'on peut profiter de cette soirée, même si ça a été déjà fait, pour remercier chaleureusement cette école qui nous a accueillis pendant 5 ans. Donc bien sûr, la direction, l'administration, les professeurs, psychologues et praticiens qui nous ont partagé leurs cas, partagé leurs pratiques tout au long de ces 5 ans et qui nous ont beaucoup enrichis. Et bien sûr, pour ne pas les oublier, les directeurs de mémoire qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à venir à bout de ce travail colossal qui nous permet ce soir de pouvoir tous trinquer à notre diplôme. Bonsoir. Bien sûr, je partage tous les remerciements de Clélia. On est heureux de nous retrouver en chair et en os, en présence, pour célébrer cette étape qui ferme une grande page de notre vie qui a été importante pour nous. Je pense qu'on partage aussi ce sentiment que ces années d'étudiants nous ont enrichis et ont permis de construire quelque chose de notre identité de jeune adulte et qui est encore plus que dans d'autres études, voilà, vraiment lié à notre métier. Et c'est vraiment important et symbolique d'être tous présents. Ça permet peut-être de bien tourner une page correctement
pour en écrire une autre ou plusieurs autres selon chacun. Et au cours de ces 5 années, nous nous sommes vus évoluer, grandir, et on voit en ce moment surtout des appétences particulières, des vocations, et on en a parlé avec Nicolas, et on trouve ça beau de voir à quel point on voit une diversité des pratiques et des orientations professionnelles chez nous, chez notre promotion. Et ça montre bien la transversalité de notre profession qui peut intervenir auprès de multiples populations, de multiples problématiques. Et je pense qu'on a eu la chance effectivement de pouvoir être dans une école intégrative qui nous a permis d'ouvrir un peu le champ des possibles et de voir quel chemin on préfère emprunter pour cultiver une identité de psychologue qui nous ressemble et dans laquelle on pourra, j'espère, s'épanouir. Et du coup, voilà, donc c'est une très belle diversité, mais ce qui nous rassemble un peu, enfin, je pense tous les psychologues qu'on est devenus, qu'on devient, c'est une certaine sensibilité au monde et aux gens, et qui en même temps est un formidable outil de travail, enfin, qui c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'important, et en même temps, parfois, je pense que cette sensibilité peut être un peu douloureuse, enfin, ce regard sensible. En tout cas, personnellement, quand je vois quels défis on a traversé en tant que collectif et en tant qu'individu aussi, parfois c'est compliqué de voir l'avenir peut-être positivement. Et je pense que c'est partagé par beaucoup de jeunes adultes aussi, mais peut-être que c'est accentué, ces constats-là sont accentués par notre sensibilité particulière de psychologue. Et forcément, on en a parlé, la Covid, ça a été pas facile pour nous ces 2 dernières années. Je me souviens quand on était devant l'école et qu'un matin, on a appris que l'université allait fermer et qu'on pensait se retrouver juste 2 semaines après et que finalement, on s'est retrouvés des mois plus tard après un confinement qui a été parfois difficile. Et si d'un côté, ça a montré nos capacités d'adaptation et la solidarité et l'entraide qui a pu se mobiliser, je pense qu'on a tous senti qu'on a été un peu privés d'une partie de notre vie d'étudiant et de jeunes, de ce qu'on aurait dû vivre. Et la difficulté de cette période, elle ouvre de nouveaux défis pour notre profession. Et malgré ces constats qui sont quand même dans la réalité, mais voilà, qu'il faut un peu élargir, on est d'accord avec Clélia pour dire que c'est toujours possible justement d'ouvrir la focale. De voir autre chose, et ça nous permet de dire que plus que jamais il y a une nécessité de travailler, de mettre la main à la pâte, de travailler à remettre de la pensée, de la rencontre là où elle manque peut-être cruellement, mais du coup voilà, on est d'autant plus fiers d'exercer ce métier qui prend vraiment peut-être plus de sens, et on s'est dit que on voulait faire passer le message que ça pouvait être un peu stimulant et même passionnant de penser ces défis et d'en faire quelque chose, voilà. Et c'est pas fini. Et que si ce soir on devient tous psychologues, on va continuer toute notre vie par justement cette rencontre avec l'autre, qui va jalonner toujours notre existence, à grandir, à apprendre, à progresser. Voilà. Voilà, et ouais. Alors je suis étonné, j'ai pas entendu parler de Big Blue Button. Je suis un peu déçu, quoi. On va commencer de la remise des diplômes. Du coup, je vais vous appeler par ordre alphabétique. Et l'idée, c'est ensuite que vous sortiez. Il y aura un photographe qui vous prendra en photo individuelle. Et devant. Sans tomber. Mais Tommy ? Ouais. Ouais. Et donc il y a la photo, et après il y a une photo de groupe juste après. On commence par Axel Beaumont. Nicolas Becbédé. Alors, il faut sortir.
Vous pouvez récupérer vos affaires après. Clara Berthelot. Brune Bett, mais qui n'est pas là ce soir. Amandine Bend. Clément Bonnard. Lisa Bourriquet. Émeric Boutard. Il n'est pas là. Julia Bouvier. Pas là non plus. Hein. Anne-Garance Brunner. Ambline Burati. Hortense Caroli. Lisa Chassot. Loïc Demange. Anna Dir. Solène Février. Julie Finucci. Nesrine Gotti. Julie Guello. Lisa Guchet. Marie Guyamo. Guillaume. Agathe Juge. Sophie Lantz. Anne Léonard. Maïté Lopez. Clémence Maheu. Romane Merville. Oui, Merville. Grégoire Nice. Roserine Oscan. Hélène Perrusset. Margot Piolet. Clélia Pons. Claire Poncet. Alexandre Spilotis-Saquet. Noémie Vabre. Agathe Vaillé-Caillé. Et Marie Vandel. Alors, merci pour cette soirée. Alors désolé, il n'y a pas de cocktail cette année, mais on pouvait faire autrement. Le temps qu'ils prennent leurs photos, après ils feront la photo de groupe en bas dans la salle de la Corbeille. On nous a laissé l'autorisation de le faire. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'après on se mette tout le long des coursifs, comme ça on pourra les voir en bas, avec après le jeté de chapeau. Bonne soirée.